Retour aujourd'hui, nouvelle journée. On est très heureux d'être en votre compagnie. Chaque fois, c'est difficile le réveil. On se dit, on ne va pas y arriver. Le sommeil est dans les yeux. Et puis, on se dit qu'on a un sacerdoce. On travaille pour des gens magnifiques qui s'appellent tout simplement les Ivoiriens et le monde. Et ça nous donne des forces, n'est-ce pas, Nissi? Effectivement, ça nous donne des forces, hein, surtout quand on pense à tous ceux qui se lèvent très tôt le matin pour nous suivre. Ils prennent ces informations qu'on leur donne là afin de passer de très bonnes journées. Et ça nous motive. Et surtout les jeudis avec Abbas avec nous. C'est sûr. C'est parce que vous savez c'est parce qu'elle sait Abbas que jeudi c'est l'avant-dernier jour. Donc c'est pour ça qu'elle est contente comme ça. Non, mais jeudi, il y a tellement de bonnes choses. On mange, il y a la rubrique Tététi. Oui, c'est ça. Également la thématique santé. Il y a Abbas qui est là. Notre sniper Abbas. Surtout Abbas. Un grand voyageur. Bienvenue de Guinée-Bissau. C'est bien passé là-bas. C'était comment là-bas? Ça ressemble à Bobo. Pardon? Pardon. C'est que c'est joli. C'est que c'est joli. Parce qu'à Bobo... Bon, tout dépend de vous. Parfois, tes yeux voient quelque part et puis toi, tu ne vois pas là-bas. Mais c'est non, mais il y a différents quartiers à Bobo. Hein. Ouais. Il y a différents quartiers à Bobo. Non, mais c'est que c'est à Bobo, Baoulé, Saint-Marqué, tout ça. C'est Saint-Marqué. Non, c'est pas normal. Les Guinée-Bissauiens, ils sont bien. Ah ouais. Ouais, ils sont bien. C'est quoi leur particularité? Ils sont lusophones, mais ils parlent français. Ils parlent créole. Et c'était quand même une bonne expérience. Voilà. Au début, je me disais, on se disait, mais est-ce qu'on pourra jouer? Parce que moi, je suis allé en Russie, il fallait parler en russe. Bon, là, j'ai appris. Vous êtes allé en Russie? Oui. Je suis allé à Moscou. D'accord. Et vous avez parlé quoi? Anglais? En Russie, c'est allé à Bobo? Parce qu'on appelle à Bobo la Russie, je ne sais pas pourquoi. Non, je suis allé à Moscou de Vladimir Poutine. Ah bon? Et voilà. Vous avez parlé russe? De Vladimir Yakouba. Merci à vous d'être en notre compagnie. On va commencer tout de suite. Au sommet, aujourd'hui, on va parler de quoi? Pourquoi tu es présent sur moi? On va parler de quoi, Abbas? Non, on va parler des inondations. D'accord. Oui, on va parler aussi de ceux qui suivent le match, la Coupe du Monde. On va parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Quand il te dit on va parler de ça, tu comprends déjà comment on va parler. On va en parler de ça. Voilà, on va parler de ça. Allez, réveillez-vous, nous sommes là ce matin. On commence tout de suite avec l'instant découverte et nous partons du côté de Scotland, Écosse. C'est parti. Je vois bien Marco et Abbas dans des jupes écossaises. Ça vous irait bien?
Vous avez déjà essayé? Non, moi... Non, ça dépend des jambes. Quand on a des jambes... Ah ouais, si c'est ça, non. Si vous voulez des jambes de joueurs de Maracana, deuxième division, vous allez voir Abbas. Maintenant, si vous voulez les jambes Cristiano Govoïno, c'est moi. Ah ouais, c'est ça. Dans la dernière émission, on devrait y penser. Pardon? La toute dernière. Non, laissez-nous aller en vacances tranquillement. En jupe. Oui, jupe écossaise. En Écosse, les hommes portent des jupes. Oui. Donc, pourquoi pas vous? Tu vas me mettre dans la jupe, moi. Après l'avoir traité de fétiche, vous le de Tu reviens encore à la maison? J'ai pensé que c'était ça. Tu reviens? Non, Abbas est là. Marco également. Je suis la seule femme sur ce... Il est chez... là. Non, j'ai pas ce stade aujourd'hui. Aujourd'hui, vu la morphologie, quand même. Le jeûne, c'est fini. Ouais. Vous mangez maintenant. Matin, midi, soir. Bien. Ah oui, avec des collations entre 10h et 14h, tout et tout. Donc, je suis quand même quelqu'un de bien. C'est ça. Laissez la suite. Bah oui, la suite, c'est en sport. Avec vous et Marco. On va se mettre en jambes. On se met là et on suit les mouvements du coach Carl. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire bah, allons-y. On ne peut pas faire. Avec le coach Carl Kadi pour la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, on va continuer sur notre lancée d'exercices. On ne va pas travailler avec les poids aujourd'hui, on va mettre les poids de côté. On va faire beaucoup de déplacements au sol, donc vers l'avant, vers l'arrière. On va travailler un tout petit peu l'arrière des jambes, les fessiers. Donc assurez-vous juste d'avoir assez d'espace autour de vous, d'avoir de l'espace pour aller vers l'avant, d'avoir de l'espace pour aller vers l'arrière. Et on est parti. On va faire un petit échauffement. On va juste faire des rotations d'épaule vers l'arrière. On pense à garder les jambes bien droites, écartées à la largeur des hanches. Rotation des épaules vers l'arrière. On change de sens. Rotation des épaules vers l'avant. On respire. Excellent. On va relâcher nos bras. On va ouvrir au-dessus de la tête et on va ramener. Encore. On ouvre. On revient. Encore une fois. On en fait deux autres, on ouvre, on revient une dernière et on ramène. Parfait. On va ramener les bras devant nous. Alors, vous allez juste faire l'action de vouloir tirer les bras vers vous et de les allonger vers l'avant. Donc, on tire les bras vers nous et on allonge. Encore une autre fois, on tire, hop, et on allonge. On en fait deux autres, on tire et on allonge. Et une petite dernière, on tire. Et on allonge. Excellent. Alors, on va se placer devant nos tapis. On va emmener les bras au-dessus de la tête. On va descendre. En fléchissant les genoux, on emmène les mains au sol. On va avancer sur notre tapis pour aller se placer en position planche. On va rester là pour 3, 2, 1. On va revenir. Et on va faire un jumping jacks. Hop, hop. Et on part vers l'arrière cette fois. On emmène les mains au sol. On allonge une jambe, on allonge l'autre jambe. On va lever une jambe. On ramène. On lève l'autre jambe. On ramène. On revient. Et on refait nos jumping jacks. Et on y va. On descend, on va vers l'avant, position planche. On reste pour 3, 2, 1. On revient. Jumping jacks. On va vers l'arrière. On reste pour... On lève une jambe, pardon. On lève l'autre jambe. Et on revient. Jumping jacks. Encore. Deux autres. On avance, on reste en position planche. 3, 2, 1. On revient en fléchissant les genoux. On repart. On allonge une jambe, on allonge l'autre. On lève, jambe droite. Lève gauche. On ramène. Jumping jacks. Une dernière. On avance. Planche. 3, 2, 1. Et on revient. Jumping jacks. On va vers l'arrière. On lève droite. On lève gauche. On revient. Jumping jacks. Excellent. Alors, on va rester debout. On va garder les jambes écartées, largeur des hanches. On va mettre tout le poids sur la jambe qui reste au sol.
On va garder une jambe dans les airs et on va faire des élévations de jambes sur le côté. Et c'est parti. On lève un et on ramène. On va garder les abdos contractés. On revient encore. On part pour 4. On part pour 5. Encore et 6. 7. 3 autres. 8. 9. Une petite dernière. 10. Et on change de côté. On y va. 1. On travaille l'extérieur de la cuisse. 3. 4. 5. 6. Encore les 7. Encore les 8. 2 dernières. Une petite dernière. Excellent. On revient devant nos tapis. On va refaire les déplacements vers l'avant, mais cette fois, on va rajouter une pompe. On va juste rester vers l'avant. On descend. On avance. On va poser les genoux au sol. On va faire un push-up. On lève les genoux et on ramène les mains vers les orteils. Et on fait un jumping jacks. Et on repart. On avance. Pompe. On revient. Jumping jacks. Et on repart. On avance. Pour ceux et celles qui peuvent, pompe sans poser les genoux. On revient. Jumping jacks. Et on repart. Avant-dernière. Pompe. On revient. Jumping jacks. Dernière, on descend. Pompe. On revient. Jumping jacks. Excellent. Et on relâche. Excellent, mesdames et messieurs. Alors, ça fait du bien. Ça demande d'aller chercher un peu plus au niveau de cardio, au niveau de vos épaules, au niveau de la stabilisation, donc tout ce qui est abdos. Encore une fois, n'hésitez pas à repartir sur la page YouTube, refaire les exercices plus d'une fois. Ça va vous permettre de les maîtriser et ça va vous permettre de les faire encore correctement. Donc, nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on vous dit à demain. À demain, coach Karl Kadi, pour le dernier rendez-vous de la semaine. Il est 6h07 partout en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui dans la rubrique Entreprendre une personnalité quand même du HCR, c'est ça, qui nous fera... qui partagera donc son expérience avec toutes les personnes ici dans le feeling Entreprendre. Abbas est avec nous, on sera avec Abbas tout à l'heure dans quelques instants. On va se concentrer pour lancer ce reportage à la recherche de l'ADN du monstre du lac de Loch Ness. C'est en Écosse. On y va. Le mystère qui entoure l'existence de Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness, est peut-être sur le point d'être résolu. Un chercheur néo-zélandais veut éclaircir les profondeurs obscures du lac écossais. Son idée, analyser l'ADN de l'eau pour confirmer ou non la présence de la bête. Avec un demi-litre d'eau, nous pouvons obtenir un très bon catalogue de la vie dans le lac. Et nous avons pensé que ce serait un excellent endroit pour mettre en valeur cette technologie. Parce que, bien sûr, il y a ce mystère, il y a peut-être quelque chose d'inconnu qui se cache dans ces eaux. Reptiles marins préhistoriques, poissons géants, oiseaux aquatiques ou simples vagues, les théories abondent sur la nature du monstre. Et les plus passionnés attendent beaucoup de ces analyses ADN. Si on découvre autre chose, et je dis bien si, alors on aura une idée du genre de créature ou d'animal auquel on a affaire. La première mention de la créature est attribuée à Saint Colomba, l'évangélisateur de l'Écosse au VIe siècle. La dernière, au 26 mars. Un couple d'Américains aurait aperçu une ombre de 9 mètres sous la surface de l'eau depuis le château d'Urquhart. Le mystère attire de plus en plus de curieux, tous gardent l'œil bien ouvert. Ils trouvent de nouvelles plantes et de nouveaux animaux dans différents endroits du monde tout le temps. Alors ils pourraient encore trouver quelque chose que nous ne connaissons pas. En attendant les résultats des analyses, qui devraient être publiés d'ici à la fin de l'année, Nessie est partout. Les Highlands écossais connaissent un boom touristique qui n'est sûrement pas étranger au phénomène.
Près de 200 000 visiteurs visitent le lac chaque année. Le monstre de Loch Ness, Nessie. Ah là, je me sens honoré. Je me sens honoré. Vous avez entendu, au lieu de le laisser, vous voulez continuer. Abbas, c'est là. Ok. Abbas, elle a parlé. Ah oui, je ne sais pas quel était monstre. Bah oui, je suis monstrueuse. Enfin, c'est officiel. Ah, au moins. Donc, à défaut des fétiches, on a des monstres aussi sur le plateau. Allez, JT décalé avec Abbas, c'est maintenant. Bonjour Abbas, rebonjour. Bonjour Marcelin. Ça va bien? Bonjour Nessie, en tout cas, tout un plaisir de vous retrouver chaque jeudi. Mais là... Vous êtes rentré quand? C'est depuis hier. Donc vous avez vécu les intempéries de loin? Si. Parce que la chance qu'on a, notre pays, la Côte d'Ivoire, est aimée. On est sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand c'est bon là, les gens ne montent pas beaucoup. Mais quand c'est pas bon là, les gens en parlent. Et ils vont accuser qui veut l'accuser. Mais seulement que c'est la Côte d'Ivoire, quand il y a des morts, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Quand c'est bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et on est aimé comme cela. Mais aujourd'hui, nous tous, on doit se parler. Chacun assis là, on peut accuser qui on veut, on peut accuser, on peut dire ce qu'on veut. Mais inondation là, c'est nous on a provoqué. Chacun a sa part de responsabilité. Mais bien sûr, c'est nous-mêmes on provoque. Parce que quand tu regardes un quartier comme Riviera, quartier des rêves, c'est-à-dire quand tu es hors du pays, c'était dans un autre pays, tu es fier de parler de la Riviera. Surtout Palmeraie. Quand tu vois comment ils ont construit leur maison, non. Même si ton enfant, même tu l'accompagnes à l'école à Pégerville, et puis il regarde, arriver vers Riviera là, tu es obligé de cacher ses yeux pour ne pas qu'il regarde, il dit papa, on va habiter dans la maison comme ça un jour. Toi-même, tout ça, c'est la beauté, la clarté de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on dit que dans Riviera, il y a inondation, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gars qui doit aller contrôler comment on construit une maison là, est-ce qu'il a fait son travail? Le patron même qui habite là-bas là, est-ce qu'il a contrôlé le gars qui contrôle? Il y a tout ça. Parce que si aujourd'hui, toi, tu n'es qu'un simple employé, tu es au village, quelqu'un te fait venir du village, et puis tu te mets comme contrôleur pour des constructions. En tant que celui que tu dois contrôler est ton patron. Lui, ça a construit sur les caniveaux là. Toi, tu ne peux pas dire à ton patron, casse ta maison. Et puis les égouts là, normalement sur les papiers, les gars mettent les fers lourds. Mais dès qu'on commence à mettre les maisons, c'est les petits fers les hommes mettent. Parce qu'eux, ils ont horreur de voir l'eau. Mais l'eau les surprend tous les jours. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et puis l'eau a une force particulière. L'eau, une force. Mais quelqu'un qui, imagine, quelqu'un qui travaille, il fait le but d'igname là. C'est il travaille dans le champ d'igname, champ de manioc. Et puis il vient faire catch ou bien lutte. Et quelqu'un qui prend comprimé pour grossir. C'est pas la même force. C'est une force naturelle, une force artificielle, c'est pas la même chose. L'eau là, c'est naturel. Ça vient. Regarde comment ça a soulevé 4x4 du gars. Lui, là, même. Comme si c'était en carton. Non, mais quand même. Il se soulève chez les machines, on prend pour construire les routes, il soulève les bêtes. Toi, tu vas venir faire 4x4. Parce que toi, tu as 4x4. Normalement, tu dois avoir 8x8 pour te promener. Mais ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous se dit qu'on est au-dessus de la loi. Mais la loi, là, tu peux être au-dessus de la loi aujourd'hui, mais tu vas te tuer toi-même. Parce que si tu regardes aujourd'hui, c'est nos enfants, c'est nos parents qui souffrent. Toi qui n'as pas contrôlé là, est-ce que tu sais qu'un jour, toi, on allait te nommer quelque part pour que tu vas habiter à la Riviera? Il s'est dit non, ce sont les gens qui sont là-bas, lui il est à Bobo, il ne va jamais habiter à la Riviera, donc il n'a pas contrôlé. Mais aujourd'hui, voilà ça. Et tu vas même dans les quartiers comme à Tekoubé, et quand il pleut net, chacun va prendre son nyama pour venir verser dans le caniveau. Mais tu sais que l'eau là va venir transporter tout ça là, pour envoyer où? Aujourd'hui, vos surtout les canalisations sont bouchées. Tout est bouché. Vos caniveaux, quand on va parler bon français, caniveau là, c'est bouché. Donc l'eau là va rester devant votre porte là. Tant que ta maison n'est pas solide, c'est toi qui mets un caniveau devant ta porte. Aujourd'hui, voilà ça. Vous êtes en train de tuer ceux que vous aimez. Et puis après, vous allez vous asseoir pour dire non, le gouvernement va venir nous donner 1 million. Franchement, le gouvernement me fait fatiguer de tout ça là. Franchement, moi je pense que si vous voulez mourir par noyade, la lagune, allez-y en même temps. Est-ce que vous êtes obligé de tuer les gens? C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est dire une vérité, une bonne fois pour toutes. En Côte d'Ivoire, ça là, il n'y avait pas ça là. Mais vous venez, vous versez devant vous. On vous dit d'aller contrôler comment les gens construisent les maisons. Vous ne faites pas ça. Si vous n'avez pas laissé un étage tomber sur les gens, vous contrôlez quoi? Mais les locataires aussi doivent être solidaires.
Les locataires. Si une maison est mal construite, on doit décider ensemble de ne pas habiter dans cette maison. Parce que tu vas refuser d'habiter dans une maison, tu reviens le lendemain, elle est habitée par quelqu'un d'autre. Ah, mais si toi tu veux pas, quelqu'un d'autre veut. Justement, le propriétaire, lui, il pense qu'il est dans... Il est dans sa logique, parce que lui, il a fini de construire. Est-ce que les gens ne sont pas venus construire? Je reviens toujours sur un fait très important. Il faut aller au bout des choses dans tout. Moi, ce que je peux dire, c'est ça. Veut dire quoi? Il faut aller au bout. Quand on prend donc, quand on va se tuer, on est au bout de la... C'est vrai que c'est sous le cadre de l'humour, mais il faut profiter pour dire certaines vérités. Quand on prend des décisions, il faut aller jusqu'au bout. Autant on décide de déguerpir les gens, de faire partir les gens qui sont, je sais pas, autant s'il y a des soucis qu'on a vus depuis longtemps à la Palmeraie ou à la Riviera à Labra, il faut les régler depuis longtemps. Il ne faudrait pas se contenter seulement d'annonces pour dire oui, il va avoir ceci, il va avoir cela. Il faut faire des choses pratiques et aller jusqu'au bout. Ça, c'est très important. Mais donc, ça veut dire que normalement, il ne va plus avoir d'inondation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire ça depuis longtemps. Voilà, il faut faire ça depuis longtemps. Il faut connaître cette attitude-là de faire les choses et de d'aller jusqu'au bout, voilà quoi. Et puis aussi, écouter les recommandations des spécialistes. Ici, dans nos pays, tout le monde est spécialiste de tout. Quand quelqu'un veut dire, oui, mais c'est vrai, tout le monde est spécialiste de tout. Et surtout AD. Et surtout, oui. AD, c'est tout. Quand les spécialistes, en Côte d'Ivoire, notre pays, il y a énormément de cadres. Et j'ai confiance au cadre de mon pays. Je sais qu'il y a des personnalités dans certains domaines au niveau de la construction, tout ça, qui font des rapports, qui émettent des avis, qui font des critiques, qui font des commentaires. Il faut prendre ça en compte pour accompagner le développement. C'est très, très important. Sinon, on va assister toujours à du théâtre. Honnêtement, il faut faire attention. Parce que là, nous, on a souvent parlé. Parce que... Donc, toi, si tu vas assister théâtre, viens regarder autre chose. Sérieusement, il faut aller au bout des choses. On décide, dès maintenant, on sait ce qui est arrivé, on sait ce qui est capable d'arriver. Il faut faire un scanner, reprendre là où il faut reprendre, et puis agir jusqu'au bout. Que ce soit la maison d'Abbas, la maison de Marco, non, sérieusement, oui. La maison d'Abbas, la maison de X, la maison de X, de telle personne ou telle personnalité. Si ça, on doit... Il y a eu un problème avec la maison d'Alpha Blondy. Vous avez certainement souvenance de ça. Oui. Mais il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des travaux. On peut faire ça pour beaucoup. Il y a beaucoup de maisons de certaines personnes qui empêchent des quartiers, par exemple, d'avoir de l'air ou bien d'avoir de... Mais tu sais que le gars, il s'est fatigué pour construire la maison. Hein. Combien d'années de boulot? Tu as vu? Il a travaillé dur. Mais quand on se fatigue pour construire une maison, il faut s'entourer de certaines garanties et de spécialistes pour que cette maison soit construite de sorte à ne pas être encore en train de... Voilà, il y a des mais il est allé au ministère de la Construction. Il y a trop de maisons à démolir. Non, il est allé au ministère de la Construction. Les gars lui ont donné l'autorisation. Voilà. L'autorisation, c'est AD. Il vient mettre peinture rouge, il met AD. Justement, toi, même quand il met AD, là, aussi, tu mets ta peinture, tu mets aussi. On met à démolir. AD, là, c'est à démolir. Oui, c'est à démolir. Ah, moi, je pensais que c'est... C'est lui qui donne l'autorisation à son nom, ils ont mis à dire. Il faut aller au bout des choses. Non, mais franchement, on rit, mais franchement, ça fait mal de voir des gens mourir. Ce sont des responsabilités multiples. Quand même, parce que ça ne devait plus arriver maintenant. Là. Regardez Riviera à Labra. Moi, j'ai grandi à la Riviera 2, il n'y avait pas ça. Et puis, si vous remarquez, les anciens quartiers, regardez la Riviera Sogefia. Il n'y a pas d'inondation. Il y a des endroits, parce que, bon, on a... Mais l'autre, à la base, il dans la cuvette. On a respecté là-bas, les choses ont été respectées, tout ça, mais après... Ça fait mal. Franchement, aujourd'hui, rire de ça va choquer, mais ça fait mal. Mes frères, mes soeurs, chers compatriotes, pour parler comme... Tu sais que depuis que nous sommes là, on doit parler maintenant en responsable. Chers compatriotes, à partir de maintenant, jusqu'à désormais, celui qui est sa maison nous fatigue, on casse. Si tu retournes au village, voilà. Trop, c'est trop. Il faut penser aux autres. Il ne faut pas penser à toi seul. Parce que tu as une jolie maison, ça va gâter le quartier. Non. Où on est là, si on a pu casser Danga, c'est pas à la barre, on ne peut pas casser aussi. On va penser à ça maintenant. Voilà. Un sujet plutôt léger maintenant pour poursuivre cette émission, mesdames et messieurs. On va aller à la diététique. Nessie, on va manger quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Marco, je vous propose une petite surprise. Ok, le plat s'appelle Petite Surprise avec comme cuisinier, chef cuisinier Abbas et comme spécialiste de la cuisson Marcelin Gouvoy. Non, je plaisante. La diététique, c'est parti. Mais voilà, ce sont les vacances. Nous avons été très heureux de partager avec vous toutes nos recettes diététiques tout au long de la saison. Et grand merci à tous les chefs qui sont passés dans cette magnifique cuisine de Impact Communication. Merci à toute l'équipe.
infiniment merci et le merci vous revient. Merci à toi, Nessie, et merci à toute l'équipe et nous souhaitons de joyeuses vacances à tous nos téléspectateurs, à tous les chefs, à tous ceux qui sont passés à Impact. Et aujourd'hui, on va terminer avec une petite recette. Quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Et qu'est-ce que c'est? Alors, nous allons faire aujourd'hui une petite recette. Alors, dites-nous. Maquereau mariné. Maquereau mariné. Comment ça se passe? Alors, c'est des filets de maquereau que nous allons utiliser. Dans le cas contraire, pour ceux qui ne l'aiment pas, ou bien qui ne peuvent pas enlever le filet, vous pouvez utiliser le maquereau entier, divisé en deux, pour faire cette belle recette qui est diététique et qui aide à garder la santé. Et surtout, le maquereau lutte contre le cholestérol. Super. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre recette? Alors, il nous faut d'abord du poisson lui-même, le maquereau, du thym, du laurier, du poivre, des oignons, de l'ail, du persil, du sel et puis du vin blanc. Et puis, ce sel, il est particulier. C'est du sel du gros grain. Du gros grain. Voilà. Alors, d'accord. On va prendre pour faire ce qu'on appelle la marinade. D'accord. Du maquereau. D'accord. Alors, pour faire notre marinade, on commence par quoi? Nous allons prendre les filets et puis commencer à mettre les oignons rondelles entre les filets. Voilà. Alors, on a déjà mis, on va passer au feu. Donc, il faut allumer le feu. On va chauffer notre vin. On va le chauffer. On va le faire bouillir. On va ajouter tous ces ingrédients là-dedans. Le thym. Le thym. Et là, combien de temps ça reste comme ça? Dès que ça bout, on va le napper sur le filet. Mais là, ça bout. Oui, laissez que les éléments soient imprégnés. D'accord. Voilà, on va verser notre vin bouillant. Et il faut couvrir, laisser pendant quelques temps. On laisse reposer pendant combien de temps? Reposer pendant... Bon, normalement, si c'est fait à la maison, ces genres de marinades font 30 minutes minimum, 1 heure de temps. On laisse 1 heure de temps. Voilà, on laisse 1 heure de temps et on revient. Et c'est fini? Il n'y a plus rien à rajouter? Oui. Voilà, il n'y a plus, c'est fini. Après, c'est pour... D'accord. Donc, on va aller s'asseoir, on va discuter un peu. Je vais prendre mon bloc-notes. Voilà. Je vais noter tout ce que vous allez me donner comme conseil. Alors, pendant ce temps, on va laisser notre poisson ici. Docteur, on va passer au service. Oui, on va passer au service, goûter un peu ce que c'est. On va goûter. Je vous crois sur parole. Oui. On aurait pu trinquer pour se dire au revoir avec une coupe de champagne, mais bon. On va le faire comme ça. Ça passe. Oh. C'est cuit, hein? Bah oui, c'est bon. C'est bon. Ça au dîner. On va tout le monde de la journée. Oui. C'est bon. C'est un tout petit peu effrayant pour nous qui sommes habitués à manger des aliments bien cuits, bien préparés. Ça passe. C'est bon. Voilà. Voilà. Vous avez de quoi vous faire plaisir durant ces vacances. Est-ce qu'on peut remplacer le vin par autre chose? On met le vin pour parfumer, pour donner un goût particulier au poisson. Ça peut être de l'eau juste. Vous faites de l'eau, c'est comme vous cuisinez à l'eau. Nous avons besoin de remonter un peu le poisson, avec le vin. Voilà, ce goût particulier avec le vin qui aromatise le poisson. Le vin, le poisson. Sans compter
éléments que nous avons mis. Et il faudrait que je rappelle aussi que le vin qui est cuit peut guérir la grippe. Ah, super. Voilà. Alors quand vous avez la grippe, alors il faut faire, si vous n'avez rien d'autre, par exemple dans les pays froids, ils préparent, ils font cuire le vin avec du poivre, avec de l'ail, et ils boivent et ça guérit tout ce qui est grippe. Super. Voilà. Et c'est sur ces mots qu'on va vous dire. Bien sûr. Bonnes vacances. Merci. Merci infiniment à vous. Merci aux téléspectateurs qui ont été fidèles, assidus. Donc en plus de l'émission qu'ils regardent en direct une fois par semaine, ils vont sur la page Facebook de Matin Bonheur et la page YouTube pour revoir toutes nos recettes. Donc ce sont les vacances. Si vous avez un peu oublié les recettes, allez-y, faites-vous plaisir, allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur Twitter, allez sur Instagram, Matin Bonheur, vous tapez, vous allez voir tous les démembrements de cette émission, notamment la chronique diététique. Faites-vous plaisir. Merci infiniment à tous nos chefs. Merci aux téléspectateurs encore une fois. Merci à l'équipe de Impact Communication. Merci à vous. Ça fait du bien. Oh, c'était la dernière. Oui, c'était la dernière. La semaine prochaine, on sera en mode bêtisier. En mode bêtisier. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. On sera tous la même chose. Pourquoi? Les gens qui mangent, les gens qui ne mangent pas. Trop de frustration dans cette partie. On va manger où ça va aller où? Oui, franchement. D'accord. Tu as été le premier à m'attaquer. Non. Il y a une alliance. Ah bah, c'est une alliance. Je salue Agoulé, parce que j'ai aimé son témoignage sur Fréquence 2 pour la fête des pères. Il a dit qu'il est un homme casanier. On salue toute l'équipe de... Un homme casanier, c'est où il est dans la case, quoi. Non, il est très... Il reste beaucoup à la maison. Ah, mais il va aller où? On salue toute l'équipe de Place Publique. Il y a qui? Il y a Damadeiko, il y a Ma, Edgar, Jojo la salopette, Agoulé. Il y a Clé-Clé. Il y a Clémentine Papoué, il y a Abbas. Et il y a surtout Guy Michel Ablé. Il y a Israël Corée. Et Décibel. Encore, on salue toute cette famille-là, voilà, parce que voilà, votre représentant est ici. J'espère qu'il ne vous a pas déçu. Je ne suis pas le représentant. Tout au long de cette saison. Est-ce qu'il fait le point quand il finit l'émission? Oui, surtout qu'il est revenu de Guinée-Bissau. Est-ce qu'il a payé la dîme? Merci beaucoup, Abbas. Non, de rien. En tout cas, merci à vous. Et puis, contrôlez aussi vos maisons aujourd'hui. On ne voulait pas trop tourner, sinon il y a beaucoup de sujets, mais seulement on voulait dire aux gens, contrôlons nos quartiers, contrôlons-nous nous-mêmes. C'est important, parce que ce n'est pas bien de voir son prochain mourir bêtement comme ça, c'est pas bon. Okay. Merci beaucoup Abbas, il est 6h27 partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans ce studio. Dans quelques secondes seulement, la météo, le JT avec Hamza Diaby. En prélude à la grande saison des pluies et dans le but de prévenir les catastrophes liées aux inondations, il est demandé aux populations qui occupent les passages d'eau, les ouvrages d'assainissement, les cuvettes, les caniveaux, les zones d'éboulement de bien vouloir les libérer sans délai. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme exhorte toutes les populations à la prudence et à la protection de leurs familles, de leurs biens immobiliers et matériels. Numéro de téléphone ONAD 22 50 80 50, ONPC 22 47 97 11, cellule de crise 22 47 87 36, sapeurs-pompiers 180. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Dans le sud forestier, sur le littoral et à l'est, on aura un début de matinée nuageux avec des possibilités de faibles pluies. Par la suite, l'on aura quelques éclaircies favorables à l'ensoleillement. Dans le reste du pays, le soleil profitera des éclaircies offertes par les nuages pour s'afficher. Côté température, on notera 26 degrés à Abidjan et ce sera la maximale, 25 degrés à Diaké, 26 degrés à Bondoukou, 25 degrés à Boaké dans le Gbeke, à Daloa ainsi qu'à Dambokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 23 degrés de minimal à Mans dans le Tonkbi, 25 degrés à Odiéné comme à San Pedro, 23 degrés à Sassandra Tabou et Yamoussoukro.
L'après-midi verra l'intrusion de masses nuageuses accompagnées de pluie et parfois d'orages dans le nord-est qui évoluera progressivement vers les régions de l'ouest tout en intéressant le centre et quelque peu les régions de l'est. Le sud forestier et le littoral, après un temps généralement nuageux, se verra fréquenté par endroits par des bourgeons nuageux qui pourraient évoluer vers des pluies et des orages en fin de période. Les températures pour l'après-midi, on notera 29 degrés à Abidjan comme à Diaké, 31 degrés sur les villes de Bondoukou comme celle de Boaké, 32 degrés à Daloa comme à Dambokro, 31 degrés dans le Go à Gagnoa, 32 degrés dans le Poro à Korogo. Il fera 31 degrés à Mans, 32 degrés à Odiéné, 29 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 28 degrés de minimal à Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Restez vigilants et très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 19 personnes sont mortes du fait de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan et certaines villes de l'intérieur dans la nuit de lundi à mardi. Et le président Alassane Ouattara, qui séjournait en France depuis quelques jours, était informé régulièrement de la situation. Le chef de l'État a alors décidé d'écourter son séjour. Il est rentré à Abidjan hier soir, au lendemain donc de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre pays, et particulièrement la ville d'Abidjan, a connu dans la nuit du 18 au 19 juin dernier de très fortes pluies qui ont enregistré des drames humains et d'importants dégâts matériels, témoignant ainsi de l'intensité de ces intempéries liées au changement climatique. Ceci explique tout notre attachement à participer à faire en sorte que les décisions prises pour améliorer le climat puissent être mises en œuvre par la communauté internationale. Le gouvernement s'est réuni en urgence dès le mardi matin en vue de prendre des mesures immédiates. Et j'ai suivi avec le Premier ministre, mais aussi avec beaucoup de consternation, l'évolution de la situation sur le terrain. Le bilan est lourd, même très lourd, je dirais, et ressort à 20 morts, dont 18 à Abidjan, 1 à Thiassalé et 1 à Guibéroa. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et à mon nom propre, présenter mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami ou un proche. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont subi des dégâts matériels, énormes pour certains. Je salue le courage et l'engagement, le professionnalisme de nos sapeurs-pompiers déployés au chevet des populations sinistrées. Bien merci à nos sapeurs-pompiers. Leur sens du devoir et leur réactivité ont permis de sauver des vies et de mettre en sécurité des centaines de personnes. Je tiens également à remercier et à encourager toutes les équipes chargées de la réception des appels d'urgence, les numéros verts, ainsi que les postes médicaux avancés qui font un travail remarquable.
sur le terrain. Enfin, je salue le formidable élan de solidarité que nous observons durant cette période éprouvante. J'appelle chacun de nos compatriotes à respecter les consignes de précaution et d'interdiction érigées contre les installations anarchiques d'habitation dans les zones à risque. De même, les constructions réalisées dans les bassins d'orage, sur les ouvrages de drainage et d'assainissement devront être détruites. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est là, debout, solidaire et rassemblée face à ces événements tragiques. En de pareilles circonstances, il était impératif que j'écourte mon séjour et que je vienne auprès des populations sinistrées pour témoigner ma compassion, ma solidarité et pour agir face à de tels drames. J'ai donc convoqué dès demain, jeudi 21 juin, une réunion du Conseil de sécurité à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Des décisions immédiates, en plus de celles qui ont déjà été prises par le gouvernement, seront prises en vue de continuer de soulager les populations. C'est un moment douloureux et j'en appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens et la compassion à tous. Nous ferons en sorte de continuer au niveau du gouvernement, de la présidence de la République, de tout faire pour protéger les populations vulnérables. Et je compte sur le sens du civisme de chacun de nos compatriotes et surtout de tous, y compris les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dès son retour de France hier soir, mercredi 20 juin 2018. Le bilan est donc de 18 morts à Abidjan, un mort à Tiasalé et un autre à Guibérois. La présidente du RDR, le Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, elle, de son côté, s'est rendue dans les quartiers de Cocody, Akwedo et Riviera Sidessi pour exprimer son soutien et sa compassion aux familles des disparus. Herman Guivet. De l'émotion, parents et amis des victimes décédées à Akwedo restent dignes dans la douleur. Parents, me charge de vous dire merci pour votre arrivée ici. Henriette Dagri-Diabaté, président du RDR, à la tête d'une forte délégation venue leur témoigner son réconfort et son soutien. Nous avons voulu symboliquement venir dire Yako à une famille qui a perdu à la fois, en même temps, 3 personnes. Et nous espérons qu'ils auront un repos bien mérité. L'État fera ce qu'il peut et ce qu'il va faire. Mais en même temps, je souhaite que de telles catastrophes n'arrivent plus. Une visite que saluent les familles Ogi, Zulo et Dago. La douleur reste vive. Son arrivée ici nous va droit au cœur. Nous sentons que la nation est avec nous. La grande chancelière en mer est venue au secours aux côtés de ses enfants. Nous lui disons vraiment grand merci. Deuxième étape de cette visite de la présidente du RDR, la résidence de la famille Zakpa à la Riviera Sidessi. Proches de la famille sont réunis. L'une des sœurs de la victime, témoin des derniers instants de sa défunte sœur. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a exprimé toute sa compassion à cette famille. Nous nous sommes rendus dans la maison sinistrée. Les stigmates sur les murs témoignent de la hauteur qu'occupait l'eau au moment du drame. Rose Zakpa aura sauvé ses enfants au péril de sa vie. Reportage signé Herman Guivet. Les populations ivoiriennes ne sont pas indifférentes face à la situation qui prévaut dans les communes de Cocody, d'Atekoubé et de Yopougon. Des personnes de bonne volonté se sont organisées pour collecter les dons en nature afin de venir en aide aux sinistrés. Et des produits d'hygiène et alimentaires notamment ont été distribués. C'est ce que nous disent nos reporters Salima Toudia et Franck Quadio. Du porte à porte pour collecter des dons en nature. Ils seront distribués aux sinistrés des pluies diluviennes. Nous sommes venus vous voir. C'est concernant ce qui se passe actuellement dans le pays avec la pluie. Là, vraiment, c'est juste un élan de solidarité. Tout ce qu'on gagne, on va collecter et puis ensemble,
on va aller donner ça. Vêtements, produits de toilette, ces dons sont offerts par les femmes de Koumassi. Vu vraiment ce qui s'est passé, on a été touchés. On a mis un petit comité en place rapidement pour pouvoir faire du porte-à-porte, pour un petit élan de solidarité, pour pouvoir soutenir les familles endeuillées et les familles qui ont tout perdu. Dès les premières heures, les actes de solidarité se sont multipliés. À la permanence du député de Cocody, Yasmina Wenye, on s'organise aussi activement. On collecte, on trie et on distribue les dons réceptionnés suite à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. On est en train de s'organiser pour leur envoyer des vivres, des dons, pour leur envoyer des médicaments, des premières nécessités. Ils ont tout perdu. Toute aide peut compter et tout geste est important. Étudiants, pharmaciens, médecins, secouristes, tous participent à cet élan de solidarité. Les sinistrés peuvent aussi compter sur les internautes qui relaient en temps réel leurs besoins. La disponibilité des centres d'hébergement est publiée sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Les Ivoiriens sont formidables. C'est un reportage de Salima Toudia. Le récit a été fait par Grace Kando. Les mercredis 20 et 21 juin, une relative accalmie sera observée avec des pluies faibles. C'est la tendance sur la ville d'Abidjan, la tendance qui nous est donnée ici par la météo, le Sodexam. Donc, on aura une reprise des fortes pluies, probablement dans la nuit de ce jeudi 21 au vendredi 22, et dans la matinée du vendredi également, avec des possibilités d'inondation sur le district d'Abidjan. Alors, vigilance, prudence à tous et à toutes. Ce mercredi 20 juin, hier donc, c'était la journée mondiale des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre pour la célébration officielle. C'était l'occasion pour le gouvernement ivoirien et le HCR d'affirmer leur engagement dans la protection et l'assistance aux réfugiés. Le reportage d'Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Et ils sont plus de 1500, les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire qui bénéficient de la protection et de l'assistance des autorités et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les difficultés socio-professionnelles et administratives auxquelles ils sont confrontés a amené le gouvernement à entreprendre des démarches pour faciliter leur intégration. Je voudrais à cet égard rassurer les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et tous nos partenaires que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont en discussion en vue de parvenir à l'établissement de la carte d'identité et de passeport biométrique pour les réfugiés. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire, fidèle à sa politique d'ouverture et à sa tradition d'hospitalité, continuera toujours d'appeler ses fils et ses filles à manifester une plus grande humanité et une plus grande solidarité à l'égard des réfugiés. Le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire salue l'hospitalité et l'engagement continu du pays dans la recherche de solutions durables à l'endroit des personnes en besoin de protection internationale. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que de tout le temps, le HCR et ses partenaires gouvernementaux ont toujours garanti la protection internationale aux réfugiés présents sur le territoire de Côte d'Ivoire. En cela, je voudrais relever que l'approche de l'État de Côte d'Ivoire à l'égard de toutes ces personnes qui ont trouvé refuge sur son sol est tout à fait singulière. Avec les réfugiés, c'est le thème de cette 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Une thématique qui impose de mettre les personnes réfugiées au centre des actions du gouvernement. Au cours de la célébration, les autorités ont appelé les Ivoiriens vivant en exil à rentrer au bercail. Nous allons refermer ce journal avec ces mots d'actualité internationale. C'est la première rencontre en 2 ans entre Salva Kiir et Riek Machar, alors que depuis 2013, la guerre civile fait rage au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais et son principal opposant se sont entretenus hier mercredi à Addis Abeba. Un face-à-face en compagnie du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui préside l'IGAD, l'autorité sous-régionale médiatrice de la crise sud-soudanaise. Le contenu des échanges
n'a pas filtré, mais ces négociations directes entre les deux rivaux suscitent de l'espoir alors que le dialogue entre les deux camps est au point mort. Dans un spectaculaire retournement, le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine était sous le feu des critiques, tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. On vous souhaite une très bonne journée. Govoy. Merci. Allez. Bonne journée. Merci. La suite de Matin Bonheur, ça dans quelques instants. Nous allons discuter avec le représentant du HCR, Mohamed Askia Touré, qui viendra nous parler de la journée des réfugiés, journée internationale des réfugiés. Vous le savez, c'était hier. Mais aujourd'hui, 21 juin, soit dit en passant, c'est la journée internationale de la musique. C'est vrai que la tendance globale est un peu à la tristesse avec tout ce que nous vivons depuis donc, mardi à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien s'est resté stoïque et digne dans la douleur. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants que nous allons nous relever de tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Et nous saluons également tout cet élan de solidarité qui se tisse en Côte d'Ivoire par des personnes connues ou des personnes moins connues qu'on ne voit pas mais qui travaillent activement également dans l'ombre. Mohamed Askia Touré, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Il y a 68 millions de réfugiés dans le monde, selon les chiffres donc, de l'ONU. Chaque 2 secondes, il y a un réfugié. On doit avoir peur? Ben, de quoi? Parce que je pense qu'à la fin de cette émission, au bout de 10-15 minutes, c'est des milliers de personnes qui vont se retrouver sans foyer, qui vont se retrouver sur l'exil. Donc il est évident que c'est quelque chose d'assez alarmant, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés. Et je pense qu'il est lieu de s'alarmer pour cela. C'est qui un réfugié? Ben, un réfugié, c'est fondamentalement quelqu'un, d'un point de vue juridique, est une personne qui a traversé une frontière internationale et qui a fui son pays du fait de la persécution, du fait de la guerre, du fait de malheurs qui s'abattent sur lui. Donc je pense que c'est plus une personne qui a besoin de protection internationale parce que son état en question ne peut plus le protéger. Donc il se retrouve sur les routes de l'exil. Et quel est l'état des lieux des réfugiés en Côte d'Ivoire? Ben, la Côte d'Ivoire a connu 2 phases. Il y a d'abord eu une phase où l'État de Côte d'Ivoire a accueilli des réfugiés. Des centaines de milliers de réfugiés ont trouvé asile en Côte d'Ivoire, notamment lors de la guerre du Libéria, etc. Et de cette situation de réfugiés, d'autres réfugiés sont venus s'y greffer, donc qui viennent de partout. Donc on estime à pratiquement 50 nationalités différentes de réfugiés qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, je dirais que la crise de la Côte d'Ivoire en 2010-2011 a aussi engendré des situations de réfugiés. Donc près de 300 000 Ivoiriens se sont retrouvés hors des frontières de Côte d'Ivoire et qui effectivement aujourd'hui sont revenus. Dans l'écrasante majorité, près de 260 000 sont revenus en Côte d'Ivoire. Et l'une des activités principales des autorités ivoiriennes, à l'instar des autorités du HCR, c'est de voir comment s'occuper pour la réintégration de ces réfugiés qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et justement, comment vous y travaillez? Ben, on y travaille d'abord parce que simplement pour nous, le retour et le rapatriement en Côte d'Ivoire n'est pas juste de la logistique. Il ne s'agit pas de faire revenir des personnes dans leur pays, mais il s'agit de s'assurer que leur intégration est véritable et durable, dans le sens où ils ont beaucoup perdu en partant. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu l'essentiel. Donc c'est de voir comment on peut les aider à se reconstruire. Qu'est-ce que vous faites pour les réfugiés ivoiriens qui sont à l'extérieur? Ben, on les incite à revenir en Côte d'Ivoire en leur permettant d'abord de faire ce qu'on appelle dans notre jargon des come and see visits. C'est-à-dire qu'on les ramène ici, on prend bien entendu leurs représentants qui viennent visiter la Côte d'Ivoire et pour s'assurer d'eux-mêmes que les conditions sont réunies pour pouvoir revenir en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, quand elles décident de revenir, il y a un accompagnement pour s'assurer que si elles décident de ne pas revenir, c'est aussi leur droit. On s'assure que leur protection est assurée dans les pays. Quand vous parlez d'accompagnement, il s'agit de quel accompagnement? Accompagnement juridique, accompagnement financier? Elle est multiple. Elle est juridique d'abord. C'est s'assurer que la personne qui revient retrouve une certaine forme d'aisance juridique dans le sens sa documentation perdue, surtout ses pièces d'identité, pour les enfants qui sont nés à l'étranger, avoir la possibilité d'avoir un acte de naissance qui leur permet d'avoir une identité juridique en Côte d'Ivoire. Et pour d'autres, ça va de la perte d'une propriété, voir comment on peut les aider à retrouver leur terre, comment on peut retrouver leur emploi,
éventuellement les indemnisations si ces personnes ont droit à tout cela. Donc tout ça, c'est l'ensemble d'un point de vue purement juridique. Ils sont estimés à combien les réfugiés ivoiriens à l'étranger aujourd'hui? On est à peu près à 26 000. En Afrique de l'Ouest, bien entendu. Il est évident qu'il existe des centaines, voire des milliers de réfugiés ivoiriens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique du Nord, etc. Mais l'essentiel de ces réfugiés sont surtout dans la sous-région, à savoir le Libéria, le Ghana, la Guinée et le Mali. Le Togo, bien entendu, j'ai oublié de signaler. Et comment fonctionne votre organisation? C'est une institution du système des Nations Unies qui a été créée justement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc au vu du nombre de réfugiés qui existent à cette époque. Donc c'est une organisation qui s'occupe de donner une protection à ces personnes qui n'ont plus la possibilité d'être protégées par leur pays d'origine et qui sont persécutées et qui se retrouvent sur l'île de l'exil, comme j'ai dit, du fait de leur race, du fait de leur religion, du fait de leurs opinions politiques, de leur appartenance ethnique, donc tout un ensemble de raisons qui font qu'ils sont persécutés. La guerre est bien entendu l'une des choses sur lesquelles nous estimons qu'il faut s'assurer que la guerre est plus ou moins stoppée. Et si la guerre n'est pas stoppée, à la limite, quand il y a des situations de réfugiés, voir comment on peut venir en aide et en assistance à ces personnes qui sont dans le besoin. De façon concrète, si on veut vous approcher, quelles doivent être, on va dire, les raisons, à part la guerre? Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Si je me sens en danger dans ma famille, par exemple, est-ce que je peux me rapprocher de vos services? Moi, c'est quand même assez difficile parce que dans un point de vue juridique, d'abord, vous ne pouvez pas être réfugié chez vous. Donc, si vous êtes réfugié, il faut nécessairement que vous soyez hors de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'une des raisons ou c'est l'une des conditions sine qua non d'un statut de réfugié. Il faut d'abord avoir traversé une frontière internationale. Sinon, effectivement, il existe des milliers de personnes qui sont dans des situations de détresse, pas nécessairement des détresses familiales, mais surtout des détresses liées à des catastrophes naturelles, donc, mais surtout déplacées de manière interne, donc elles restent quand même dans les territoires de leur pays. Elles ne peuvent pas en fait bénéficier d'un statut de réfugié, mais elles bénéficient d'un statut de déplacé interne, mais pas d'un statut de réfugié. Pour la condition sine qua non pour être considéré comme réfugié, il faut avoir traversé une frontière internationale et ne plus pouvoir bénéficier de la protection de son État. Vous et moi, nous sommes protégés par notre État. Donc lorsque notre État est parfois l'acteur de notre persécution, donc on se retrouve hors de notre pays, donc on a à ce moment-là besoin de protection internationale. C'est là qu'intervient le HCR, bien entendu, pour s'assurer que la personne continue à bénéficier d'une protection internationale. Le concept de réfugié donc, a évolué après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parle de réfugiés climatiques, d'éco-réfugiés. Est-ce que vous intégrez aussi ce changement-là dans votre façon de voir, de gérer? Effectivement, je dis que la notion de réfugié telle qu'elle est figée ou telle qu'elle est inscrite dans le marbre des conventions internationales qui régissent la situation des réfugiés a besoin d'être changée. Donc, d'un point de vue juridique, elle n'a pas encore changé dans le sens où on estime que le réfugié reste encore une personne qui est persécutée pour des raisons politiques, raciales, ethniques, religieuses ou d'opinion. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, la notion doit évoluer et prendre en considération cela. Je veux dire que des milliers de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de détresse. Oui, parce qu'il y a davantage de réfugiés climatiques que parfois de réfugiés liés aux problèmes politiques. Bien entendu. Les détresses liées au climat sont assez importantes. Et je pense que l'actualité récente ici en Côte d'Ivoire nous montre à quel point la nature peut, elle aussi, par ses caprices, mettre des personnes en situation de danger véritable. Et comment se passe l'insertion des réfugiés en Côte d'Ivoire? L'insertion, elle se passe très bien. Je veux dire qu'on oublie souvent de dire que la Côte d'Ivoire a une situation remarquable. Elle a accueilli des milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés. Vous et moi, nous allons souvent manger dans des restaurants qu'on appelle asiatiques. On oublie de dire que ce sont des réfugiés vietnamiens. Et ce sont des réfugiés vietnamiens qui sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 70. À la faveur de la crise de la guerre du Vietnam. Et la Côte d'Ivoire a été le seul pays qui a accueilli des réfugiés vietnamiens, en Afrique bien entendu. Donc je veux dire, ces réfugiés boat people, on les appelait à l'époque, ont été complètement intégrés. Je veux dire qu'il va sans dire que tous les restaurants que vous ne trouvez pas fait de publicité ici, mais tous les restaurants asiatiques, notamment sur la rue des Jardins, sont des restaurants qui appartiennent à des réfugiés vietnamiens. À côté de cela, on oublie souvent, mais il y a des centaines de milliers de réfugiés nigérians qui ont été accueillis dans les années 60. Biafra. Biafra, bien entendu. Biafra est le quartier Biafra, qui était un camp de réfugiés dans les années 66-67 lors de la guerre du Biafra et qui sont complètement intégrés. Aujourd'hui, on oublie même pourquoi ce quartier s'appelle Biafra. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une tradition d'accueil. D'accueil et d'insertion de ces réfugiés.
beaucoup d'autres réfugiés, les réfugiés guinéens dans les années 60. On l'oublie aussi, je veux dire qu'on ne les appelait pas réfugiés à l'époque parce que tout simplement ils s'intégraient dans le tissu socio-économique de Côte d'Ivoire sans aucune difficulté. Libériens, c'est certainement l'exemple le plus récent que nous avons en mémoire. Donc des centaines de milliers de réfugiés libériens ont connu les routes de l'exil, sont restés en Côte d'Ivoire et ont été complètement intégrés en Côte d'Ivoire. Mohamed Askia Touré, 85% des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays en voie de développement, ou les pays en développement. 85%. Ben, wow. Les grandes crises, malheureusement, sont dans ces régions. Ce qui est énorme. Je pense que... Énorme. Notamment, l'Afrique a connu des situations de réfugiés terribles. Je veux dire que le continent, malheureusement, depuis une soixantaine d'années, ne connaît que cela. L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, a été épargnée pendant assez longtemps, mais malheureusement, depuis quelques années, notamment du fait de la crise qu'engendre Boko Haram et toutes ses conséquences, les situations de réfugiés commencent à retrouver une certaine acuité dans cette région. Mais l'Afrique de l'Ouest a certainement été épargnée pendant assez longtemps. L'Afrique centrale est toujours en ébullition. Je veux dire que les crises successives, que ce soit au Congo, en République centrafricaine de nos jours, l'Afrique de l'Est aussi, je pense que les crises qu'on a connues dans le passé continuent à alimenter des situations de réfugiés assez sérieuses. Aujourd'hui, la situation la plus sérieuse reste la Syrie. Donc avec son lot énorme de réfugiés, le Yémen, et j'en passe. Je pense que ces situations malheureusement continuent à perdurer du fait de la résurgence des conflits à travers le monde. 68,5 millions de personnes déracinées, c'est un chiffre qui, selon vous, va évoluer? Il y aura une tendance baissière? Ben, espérons-le. Je pense que l'être humain, malheureusement, a tendance à se faire la guerre très souvent. Je pense que c'est quelque chose de malheureux. 68 millions, c'est énorme. Parce que la guerre est certainement quelque chose sur lequel nous devons chercher à avoir. La paix, certainement, doit être le modus operandi de toutes les relations entre États. Mais tant que la situation de guerre perdure, nous continuerons malheureusement à connaître ces situations de détresse que connaît la planète de nos jours. Et les personnes qui travaillent avec vous, ce sont des personnes bénévoles? Ben, bon, l'humanitaire s'est beaucoup professionnalisé. Je pense que pendant très longtemps, on est resté dans des situations de beaucoup de volontariat, mais il n'en demeure pas moins que les personnes qui travaillent, nous avons un corps staff qui est constitué de professionnels, mais à côté de cela, effectivement, beaucoup de personnes de bonne volonté. Je veux dire que les premières personnes qui travaillent avec les réfugiés, ce sont d'abord les communautés. Les communautés d'accueil, les communautés, c'est les maires, c'est le paysan qui effectivement retrouve un cousin qui a traversé la frontière, etc. Je pense que ce sont les premières personnes qui donnent assistance à ces réfugiés. Et bien entendu, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les pays les plus pauvres, comme l'a signalé votre confrère tout à l'heure, reçoivent certainement beaucoup plus de réfugiés que les pays les plus riches. Donc, très souvent, on a tendance à se situer dans une situation de voir des personnes aussi dans la détresse, mais accueillies dans des pays qui sont encore souvent dans la détresse. Il y en a qui disent qu'il faut remettre de l'humanité dans la manière de voir, de gérer les réfugiés. Ça veut dire quoi? Remettons de l'humain en faveur des réfugiés. Ça veut dire que l'être humain, aujourd'hui, du fait de la crise, du fait de tout un ensemble de raisons, a tendance à rejeter tout ce qui est étranger. C'est-à-dire que très souvent, on voit dans l'étranger la personne qui vient perturber notre quiétude. Donc on voit dans l'étranger la personne qui vient voler notre bien. On voit dans l'étranger la personne qui vient voler notre travail. Donc je veux dire qu'on se déshumanise de plus en plus parce que tout simplement on craint l'étranger. Donc il est évident qu'on devrait remettre au centre de tout ce que nous faisons beaucoup plus d'humanisme. Ce qu'on veut dire, c'est que être réfugié n'est pas une fatalité. Dire que des grands prophètes ont été réfugiés. Le prophète Mohammed a été réfugié, Jésus a été réfugié. Donc toutes ces personnes ont été rejetées par la société. Elles se sont retrouvées dans des situations de détresse. Il va sans dire qu'on peut être aujourd'hui réfugié, le lendemain être quelqu'un de beaucoup plus célèbre. Chacun de nous a été réfugié en puissance. Potentiel. La Côte d'Ivoire est l'exemple frappant. Je veux dire que jamais personne n'aurait pensé que la Côte d'Ivoire aurait connu des situations de crise au point de générer des réfugiés. Qui sont aujourd'hui combien? Ils sont aujourd'hui près de 26 000. Mais je signale que près de 300 000 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire au pic de la crise. 300 000 personnes, 1,5 million d'Ivoiriens se sont retrouvés déplacés internes au sein de la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que quelque part, il suffit d'un rien pour que la vie d'une personne bascule.
Donc, et remettre le réfugié au centre de notre cœur, au centre de nos actions, au centre de notre humanisme est quelque chose de fondamental. Donc, je pense que l'humain a besoin de cela. L'humain a besoin d'aider l'autre, l'humain a besoin de tout ça. Les craintes, la xénophobie, le racisme, tout un ensemble de situations dans lesquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Bien entendu, beaucoup de politiciens utilisent ces situations pour pouvoir un peu mettre de l'huile sur le feu et puis contrecarrer des velléités d'humanisme que tout un chacun de nous a. Merci beaucoup à vous. Je suis Mohamed Askia Touré. Je rappelle donc que vous venez du HCR. Vous êtes représentant président du HCR. Et depuis combien d'années maintenant? En Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et donc vous étiez la personne la mieux indiquée. Vous venez nous faire un peu l'état des lieux de tout ce qui est réfugié en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'actualité, c'est Donald Trump par rapport au... oui. Je ne voulais pas vous laisser... Un revirement des dernières minutes dans les prolongations. Et oui, heureusement. C'est salutaire. Mieux vaut tard que jamais. Mais à côté de cela, les États-Unis viennent de quitter le Conseil des droits de l'homme, c'est dire ce qui est aussi regrettable. Donc, mais ça veut dire qu'on peut faire changer d'avis une personne comme Donald Trump. Donc il faut insister, je crois que c'est quelque chose de formidable. C'est une avancée formidable en cela. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous satisfaits, très fiers que la raison l'ait emporté. Merci beaucoup. La suite, Nessie. La suite, ça sera avec la thématique du jour, Marco. Mais avant, la pub. Vous invite à faire un voyage dans le temps. Avec ses motifs de ligne bien définis, finement exécutés et un style graphique unique dans votre nouveau magazine. Disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine. Docteur Marius Beignet est avec nous, il est pharmacien et clinicien. Avec lui, nous allons aborder un thème très intéressant et très actuel. Comment faire bon usage des médicaments? On a trop souvent tendance à être hypochondriaque, c'est comme ça qu'on dit. On a toujours tendance à vouloir se soigner soi-même sans aller voir le médecin ou le pharmacien, tout ça. Et après, ce sont des soucis. Donc il faut faire très attention, avoir la précaution de tous les instants. C'est tout l'intérêt de sa présence dans la thématique qui commence maintenant. Un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. On en distingue de différents types. Les médicaments sont généralement administrés après un diagnostic. La plupart du temps, on va à l'hôpital chez le médecin, mais quand il y a des petits maux comme des maux de tête ou les maux de ventre, on prend les médicaments nous-mêmes sans avoir recours au médecin. Je consulte toujours le médecin quand mon enfant est malade ou quand je suis malade. Je consulte toujours le médecin parce que c'est le médecin qui est approprié à nous donner les conseils comment utiliser les médicaments de la pharmacie. Moi, je fais toujours recours à un médecin parce que j'ai peur des conséquences de l'automédication. Délivré sur ordonnance après donc un passage chez le médecin, les médicaments sont disponibles dans des officines légalement reconnues et accompagnés toujours de posologie variant d'un sujet à l'autre au regard de certains éléments que peuvent être le poids, l'âge et d'autres facteurs liés à des maladies antérieures. Prendre un médicament, c'est donc respecter les posologies dans les moindres détails lors du traitement, ce que ne font pas beaucoup de patients. Il est conseillé de respecter les posologies de la prise des médicaments jusqu'à la fin, sans quoi nous aurons recours à une mauvaise santé. Oui, je respecte la posologie parce que c'est les médecins qui donnent la posologie en fonction de la gravité de la maladie ou en fonction de l'âge. Donc c'est mieux on respecte parce que c'est lui les spécialistes, ça va nous aider à guérir. Toujours, je respecte toujours parce que ce que le médecin m'a prescrit, je pense que c'est la bonne méthode pour pouvoir avoir la guérison. Je respecte la posologie des traitements que le médecin me recommande pour ne pas avoir les conséquences graves après la maladie.
Pour rappel, un médicament est une substance à base de produits naturels ou chimiques et s'accompagne toujours d'une posologie, d'indications et de contre-indications. S'il est vrai que le médicament peut nous guérir ou prévenir un mal, il peut en revanche créer des problèmes de santé lorsque sont achetés au coin de rue, mal utilisés ou périmés. En d'autres termes, lorsque nous faisons l'automédication. Je pense que la principale conséquence de l'automédication, c'est le fait de se créer des maladies qu'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire, lorsqu'on pratique l'automédication, on peut avoir des maladies. Les médicaments peuvent créer des infections en nous. Ils vont nous donner des maladies qu'on n'avait même pas au départ. Mais l'automédication conduit à plusieurs maladies comme l'insuffisance rénale. Les conséquences de l'automédication sont multiples. Si vous n'avez pas l'avis d'un médecin pour prendre les médicaments comme il se doit, vous avez recours à la mort. L'automédication n'est pas une bonne chose. Pour éviter donc qu'un médicament crée des problèmes, il convient d'inviter les populations à toujours se référer aux spécialistes en la matière, dans les endroits officiellement reconnus, et se conformer au strict respect des posologies, car il y va de notre vie. Voilà, docteur, la rue s'est exprimée. Oui. Un mot? J'aime la conclusion. Il y va de notre vie. Il y va de notre vie et c'est vraiment pour cela que je suis très heureux d'être là sur ce podium ce matin pour attirer un peu l'attention du public sur la thématique du bon usage du médicament. D'accord? Le bon usage du médicament, c'est-à-dire, c'est garantit 5 éléments. Être le bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, au bon moment. Et ces différents points sont très importants. Ils viennent juste de parler de l'automédication. L'automédication se déroule plus dans le contexte de je vais à la pharmacie quand j'ai un mal et je vais prendre mon médicament. Mais je sais ce que j'ai, je sais que j'ai mal, mais est-ce que je suis le bon patient pour le médicament? Là, il y a une grande question. Parce qu'un médicament peut être indiqué, d'accord, pour une pathologie. Par exemple, je prends le paracétamol, indiqué pour le mal de tête. Mais est-ce que le paracétamol est bon pour moi? C'est vrai qu'il est indiqué pour le mal de tête, mais il peut ne pas être bon pour moi. Donc là, c'est au niveau du bon patient. Concernant le bon patient, après le bon patient, est-ce que j'ai choisi le bon médicament? Il peut arriver, par exemple, que j'ai une grippe, ok? Et à cause de cette grippe, je me rends à la pharmacie directement et je prends un médicament. Mais le médicament a différents composants. Et au sein de ce médicament, il peut y avoir du paracétamol à l'intérieur de ce médicament. Au même moment, je fais un palu et je prends aussi un autre médicament qui contient encore du paracétamol. Dans notre jargon, on appelle ça la duplication thérapeutique. C'est-à-dire, je prends 2 médicaments qui, en réalité, contiennent les mêmes composants. Donc, les mêmes principes actifs. Merci, je ne voulais pas utiliser les termes scientifiques. Les mêmes principes actifs. Et donc, tout d'un coup, le patient se retrouve en surdosage du fait de duplication. Mais il n'est pas informé. Or, on sait que le paracétamol peut affecter le foie. Donc, le patient prend des risques et il ne saura pas parce que ces médicaments, quand on le prend tout de suite, on ne voit pas les conséquences immédiates. Ces conséquences sont à long terme. Et si un jour il découvre, par exemple, il se dit « Ah, mais j'ai une cirrhose, j'ai le foie qui a pris un coup, mais attention, moi je ne bois pas, je ne fais pas ça. » Il ne voit pas de relation entre son style de vie et la pathologie qui vient d'arriver. Mais elle peut être d'origine iatrogène, comme on le dit, elle peut être entraînée par un médicament. Mais est-ce que tous les maux nécessitent une prise médicamenteuse? Pas forcément. Pas forcément. La prise en charge, le médicament, il est bon, il fait du bien et il est une chance que nous avons aujourd'hui de l'avoir. Mais comme je le dis, s'il n'est pas utilisé comme il faut, en ce moment, il devient néfaste pour l'organisme. Il y a de simples, comme vous l'avez dit, il y a de simples maux qui ne nécessitent pas forcément la prise en charge d'un médicament. Une rage de dents. Comment? Une rage de dents. Une rage de dents, oui, des antidouleurs. Tout dépend de l'intensité de la douleur. Okay? Tout dépend de l'intensité de la douleur. Il y a des douleurs qui sont gérables. Il y a des douleurs, je peux patienter, c'est une question de temps. La douleur va disparaître avec le temps. Parfois, c'est une question de repos, juste de repos. Merci. Juste de sommeil. Juste de sommeil. Je prends par exemple quelqu'un qui est fatigué, qui a très mal, qui a mal à la tête. Il suffit simplement qu'il se repose et le mal de tête va passer. Donc, le médicament n'est pas toujours nécessaire dans ce genre de cas. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Donc, vous l'avez dit, hein, on a tendance à nous-mêmes se prescrire des médicaments. Oui. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une boîte à pharmacie à la maison. La boîte à pharmacie à la maison, son utilité vient de l'urgence.
l'urgence. Parce qu'on peut se retrouver à 1h du matin, à 2h du matin. Il s'avère qu'il faut aller chercher une pharmacie de garde. Alors que si on a une boîte à pharmacie à la maison, pour les médicaments qu'on appelle OTC, c'est-à-dire qu'on peut avoir, dont le patient peut disposer de ces médicaments directement auprès d'une pharmacie, il est bien d'avoir quand même de constituer une boîte à pharmacie à la maison. Mais constituer la boîte à pharmacie n'est pas là le problème. C'est quel usage nous en faisons. C'est de là que vient toute la problématique. Mais il faut dire aussi que ici, on a accès aux médicaments. Oui. Tu as un petit mal, tu arrives en pharmacie, tu dis... Avec ou sans ordonnance. Voilà, avec ou sans ordonnance, on te prescrit des médicaments. Oui, il y a des médicaments délivrés avec ordonnance et il y a des médicaments délivrés sans ordonnance. Ce qui est juste, c'est que les médicaments qui sont délivrés sans ordonnance ne doivent pas, les médicaments délivrés avec ordonnance ne doivent pas être délivrés sans ordonnance. Et ça, ce sont les règles. Mais est-ce que c'est ce que nous constatons dans nos officines? Ça aussi, c'est une autre question. Voilà. Mais là, vous avez parlé de paracétamol. J'ai pris l'exemple. Le paracétamol en lui-même n'est pas si dangereux que ça. Mais l'abus pourrait créer des problèmes. Mais quand on va en pharmacie, on a accès à ce genre de médicaments sans forcément nous demander si on a eu l'avis d'un médecin ou pas avant de venir prendre ce médicament en pharmacie. Oui, vous parlez de paracétamol et vous dites qu'il n'est pas vraiment dangereux. Attention, s'il y a un médicament qu'il faudrait vraiment se méfier, c'est le paracétamol. C'est ce qu'on se dit. Oui, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Mais le paracétamol, les surdosages sont très dangereux, pour le foie. Au niveau de... On peut facilement faire un surdosage en paracétamol parce que la dose journalière recommandée en paracétamol est de 4 grammes. Donc, quand vous prenez du paracétamol à raison de 1000 mg, en raison de 1000 mg avec une fréquence de 4 fois par jour, vous êtes déjà à 4 grammes. Et il y a certains patients, même avec 3, des personnes âgées, déjà à partir de 3,5, peuvent faire une toxicité. Donc vous voyez, c'est pourquoi en réflexe, vous voyez, la fréquence qui est donnée pour le paracétamol, c'est un comprimé 3 fois par jour, généralement. Un comprimé 3 fois par jour. Mais là, je parlais au départ de la duplication. On fait facilement une duplication avec le paracétamol du fait des médicaments contre la grippe et certains autres médicaments qui contiennent en leur sein le paracétamol et ce n'est pas su par le patient. Voilà. Donc la duplication avec le paracétamol survient de façon fréquente et là, il y a un risque avec ce médicament. Alors, il y a également des allergies. Oui. Des allergies. Le médicament peut être, on va dire, conseillé. On va chez le médecin, il nous prescrit ces médicaments-là et on fait des allergies. C'est ça. L'allergie en elle-même n'est pas dangereuse. Oui. C'est vrai que concernant les allergies d'origine médicamenteuse, elles ne sont pas vraiment fréquentes. Les allergies d'origine médicamenteuse ne sont pas vraiment fréquentes. Et quand il y a un risque d'allergie, les professionnels de la santé sont informés et je pense qu'ils prennent toutes les précautions pour ça. Là où il y a le souci, c'est quand vous arrivez à la pharmacie. Nous parlons par exemple d'interaction médicamenteuse. Je parlais de bons patients. Bons médicaments, oui, le moment de la prise. Vous pouvez par exemple prendre un médicament lorsqu'on vous dit il doit être pris le matin. Je sais qu'on entend ça beaucoup. Il doit être pris le matin. Mais il n'est pas dit le matin parce qu'on veut dire le matin. C'est parce qu'il y a un système de l'organisme qui obéit à cela. Je prends par exemple la majorité des corticoïdes que nous prenons par voie orale. C'est une classe de médicaments. On vous conseillera généralement de le prendre le matin. Le matin, le plus grand tard, avant 8 heures. Pourquoi? Parce que nous avons des composants dans l'organisme qui obéissent à un rythme, dont le taux est élevé le matin et le soir il descend. Et ce médicament doit être par exemple apporté lorsque le taux est élevé, pour qu'ils aient le même niveau. Mais le soir, quand le taux de cette hormone que nous avons à l'intérieur baisse, et c'est quand c'est là que vous apportez le médicament, vous voyez qu'il y a un désordre qui se fait à l'intérieur. Donc le moment de la prise est très important. Donc lorsque c'est précisé matin, midi, matin ou bien le soir avant. Je donne un simple exemple sur un produit que nous prenons beaucoup aujourd'hui pour les ulcères, les gastriques, les brûlures d'estomac. Une catégorie de médicaments que nous appelons les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est une classe de médicaments. Ils doivent être pris pour pouvoir couper l'acide. Ils doivent être pris 30 minutes avant le repas. 30 minutes avant le repas, pourquoi? Parce qu'il va aller justement fermer la pompe d'acide pour que lorsque la nourriture arrive, l'acide ne soit pas en grande quantité pour brûler le patient.
Mais le patient le prend, il le prend quand il veut ou bien il le prend après le repas. Mais comment vous voulez voir l'action de ce médicament? Vous voyez, juste parce que ça n'a pas été pris 30 minutes avant le repas, il n'y a pas les résultats escomptés. Donc sur le moment de la prise, c'est très important. C'est pas tout. Il y a certains médicaments qui ne peuvent pas être pris au même moment. OK? Parce que les deux médicaments... Les interactions médicamenteuses. Là, on aborde le thème des interactions médicamenteuses qui sont à divers niveaux. OK? Les deux médicaments ne doivent pas se retrouver. Ils ne doivent pas se retrouver au niveau de l'estomac au même moment. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une interaction médicamenteuse que nous appelons d'origine pharmacocinétique, c'est-à-dire le passage de ce médicament au niveau du sang. Un médicament peut empêcher l'autre médicament de passer au niveau du sang. Okay? Donc les deux ne doivent pas se retrouver là-bas. Ou bien un autre médicament va passer. Par contre, le milieu favorable, je vais donner un exemple par exemple, le fer. On prend beaucoup de médicaments de fer anti-anémiques, contre l'anémie, des médicaments pour traiter l'anémie, les anémies. Et ces médicaments, par exemple, la majorité du fer, ils ont besoin d'un milieu acide pour pouvoir passer au niveau du sang, pour aller faire leur travail. Mais si vous prenez un médicament qui coupe l'acide, et en plus, vous prenez un médicament qui a besoin d'acide pour passer, en ce moment-là, il y a une interaction, mais d'ordre pharmacocinétique, et le médicament ne pourra pas faire son effet, l'effet escompté. Donc c'est un peu ça, ces interactions. C'est pourquoi nous parlons de l'importance du moment de la prise. Quels sont les médicaments qu'on n'associe pas? Ça, c'est très important. Et je pense qu'un patient qui se va seul à la pharmacie prendre son médicament n'est pas forcément équipé pour savoir quels sont les médicaments qu'on n'associe pas, quels sont les médicaments indiqués pour lui. Est-ce qu'il est le bon patient? Oui, ce médicament soigne la grippe. Oui, ce médicament soigne tel médicament, telle pathologie. Mais est-ce qu'il est indiqué pour moi? C'est là toute la thématique. Donc, on rappelle que vous êtes docteur Marius Beignet, pharmacien clinicien. Oui, justement. Je savais que cette question allait venir. C'est un privilège pour moi de pouvoir définir. La pharmacie clinique, c'est la pharmacie qui s'occupe, c'est le domaine de la pharmacie qui s'occupe de la sécurité du traitement, de l'efficacité du traitement et du coût du traitement. Nous veillons à ce que nous traitons sans nuire aux patients. Ça, c'est le domaine de cette pharmacie. Et vous voyez pourquoi on attaque cette thématique de bon usage du médicament. Ce n'est pas connu en Côte d'Ivoire, la pharmacie clinique, mais maintenant, il y a un département ici en Côte d'Ivoire qui forme des pharmaciens à la pharmacie clinique. C'est nouveau en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de le faire dans d'autres pays. Et c'est aujourd'hui une nécessité que la population comprenne que ce n'est pas parce qu'un médicament est prescrit, qu'il ne comporte pas de risque. Parce qu'il faudra que le pharmacien clinicien puisse voir entre le médicament 1, 2, 3, 4, y a-t-il une interaction médicamenteuse afin de pouvoir donner quelques petits conseils. Surtout pour les patients diabétiques et hypertendus qui sont sur des médicaments pour le long cours. Et lorsqu'on est sur des médicaments pour le long cours, il est nécessaire qu'à fréquence, on fasse des évaluations pour voir comment ça évolue. Est-ce que le rein est intact? Est-ce que le foie est intact? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'interaction? Parce que pendant que nous sommes sous ces pathologies chroniques et nous prenons des médicaments chaque jour, il y a aussi d'autres pathologies qui arrivent, telles que le palu. Mais il nous arrive de prendre d'autres médicaments avec nos médicaments de tension et de diabète. Donc il est toujours important de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre ces médicaments. Mais le patient n'a pas ces informations-là. C'est pour ça il va voir le médecin lui fait une prescription, il va en pharmacie, il achète ses médicaments. C'est pour ça que la pharmacie clinique a toute sa place aujourd'hui et que c'est très urgent. Non, un bon médecin va chercher à savoir tout ça. Ça, c'est franchement... Un bon médecin va chercher à savoir les antécédents, tout ce qui se passe, l'environnement du patient. Ça, c'est la base, ça. Oui, voilà. L'environnement du patient, les antécédents médicamenteux du patient, l'historique du patient. Mais le médecin est plus porté, ce domaine est tellement vaste, avec quelle nourriture? Je vous le dis, si vous prenez simplement l'artéméteur, le médicament de palu, aujourd'hui nous avons des rechutes. Mais des rechutes pourquoi? Parce que la majorité du médicament du palu, l'artéméteur et la luméfantrine, doit se prendre simplement avec un repas gras. Combien de patients prennent ce médicament avec un repas gras? Et combien de patients sont
Informés. Merci beaucoup. Combien de patients sont informés que la téméthyl à lumefantrine doit être prise avec un repas gras, sinon l'absorption est très faible. Donc, du coup, la quantité qui doit arriver au niveau de l'organisme pour faire le travail n'arrive pas et on n'a pas le résultat escompté. Vous voyez aujourd'hui les rechutes concernant le palu. Je fais un palu aujourd'hui, 2-3 semaines après, je refais encore un autre palu, je me pose même la question, qu'est-ce qui ne va pas? Sur ce même médicament, la téméthyl à lumefantrine, on nous dit, si vous prenez la boîte, vous verrez que le premier jour, on nous dit qu'il faudrait que les 2 médicaments soient suivis de 8 heures de temps. Le premier comprimé et 8 heures de temps plus tard, le deuxième comprimé. Combien de personnes en Côte d'Ivoire, quand ils prennent ces médicaments contre le palu, le premier jour, suivent les 8 heures de temps? Non, ce n'est pas fait. Vous voyez un peu? C'est pour dire quoi? C'est un domaine vaste et ça appartient à une catégorie de personnes pour le faire, c'est le rôle des pharmaciens. Le domaine vaste, hein, ça tombe bien. Parlons de domaine vaste. Les médicaments aussi ont un domaine vaste. Hein. Il y a des médicaments officiels et il y a des médicaments de la médecine traditionnelle. Oui. Et nous sommes en Afrique, sans ignorer qu'il y a beaucoup d'alternance. Parfois, on prend des médicaments officiels, entre guillemets, et des médicaments traditionnels. On parle du bon usage du médicament aujourd'hui. Ça, c'est un bon point parce que le médecin peut donner un médicament, oui, mais je ne pense pas que le patient lui dise ce qu'il prend à la maison comme médicament traditionnel. Donc, il y a de cela un risque d'interaction médicamenteuse puisque ces plantes qu'il prend peuvent avoir des composants qui vont réagir avec ces médicaments. Et en plus encore, on n'a pas de certitude sur la dose administrée par le patient lorsqu'il prend ces produits traditionnels. Sinon, ces produits sont dotés, et dans certains cas, avérés, et avec plein de preuves, de propriétés pharmacologiques, de propriétés thérapeutiques, et donc ils ont une utilité. Mais aujourd'hui, le département de pharmacologie est en train de se battre pour une valorisation de ces plantes naturelles, pour qu'elles soient utilisées aussi, comme dans d'autres pays africains, comme le Burkina par exemple, qui est vraiment assez avancé dans les recherches sur les plantes médicinales. Est-ce que vous travaillez de concert avec les tradipraticiens? Oui. Il y a un programme national de tradipraticiens. Il y a un programme national de tradipraticiens et je pense que le professeur Siransi s'en charge au niveau du département de pharmacologie. Et aujourd'hui, il y a un partenariat qui est en train d'être dessiné entre la faculté de pharmacie et les tradipraticiens. Est-ce que les médicaments peuvent se prendre de façon simultanée? Est-ce que les médicaments peuvent se prendre de façon simultanée? Les médicaments traditionnels, les médicaments dits officiels? Dans certains pays, tout dépend, comme je dis, des composants. Tout dépend des composants. Est-ce qu'il y a un risque de toxicité? Si oui, il y a un risque de toxicité, nous ne pouvons pas le conseiller de le faire. Mais s'il n'y a pas de risque de toxicité et qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre ces différents médicaments, et s'il est aussi avéré à possédant des propriétés pour lesquelles le tradipraticien dit, parce que là aussi il faut faire attention, le tradipraticien peut dire que le médicament est indiqué pour cela. Après étude, on voit qu'effectivement, la substance interne n'est pas indiquée pour la pathologie. Alors, un autre problème aussi, c'est arrêter par exemple à mi-chemin la prise des médicaments. Oui. On vous prescrit un médicament pour 7 jours et au bout de 2 jours, vous constatez que ça va et vous arrêtez. Ça aussi, c'est un danger. Oui, ça aussi, c'est un danger. Nous parlons là d'observance thérapeutique. L'observance, lorsque le médecin prescrit un médicament, il vous donne la fréquence, mais pas seulement la fréquence, il vous donne aussi la durée du traitement. Il ne l'a pas fait parce qu'il veut faire 7 jours, parce qu'il veut faire 10 jours. C'est parce que c'est sur 10 jours que nous aurons le résultat escompté. Donc, il est très important d'aller jusqu'à la fin du traitement. Je prends un exemple sur l'antibiothérapie, l'usage des antibiotiques. C'est là que les conséquences sont encore vraiment néfastes parce que le patient, on lui donne un antibiotique sur 7 jours. Mais l'antibiothérapie, après 2-3 jours, les douleurs disparaissent. Donc le patient, apparemment, se sent mieux et se dit, pourquoi continuer à prendre ces médicaments? Mais quand il arrête de prendre ces médicaments, il favorise une résistance. Une résistance, ces bactéries-là développent un système de défense contre le médicament. Et donc, à la prochaine pathologie, lorsque cette même molécule, ce même principe actif sera utilisé, la bactérie dira, je te connais déjà. J'ai mon système de défense et tu ne peux plus me faire du mal. Et c'est ce que nous appelons des résistances. Et du fait des résistances, l'arsenal thérapeutique qui existe maintenant pour la pathologie est réduite parce que les bactéries arrivent à contrôler au fur et à mesure ces médicaments. C'est pourquoi il faut assurer l'observance thérapeutique pour pouvoir tuer les germes
que nous combattons. Je veux revenir sur un point que Marco avait évoqué, le fait de prendre en même temps, simultanément, les médicaments traditionnels et les médicaments dits modernes. Est-ce qu'on doit aller voir le pharmacien clinicien pour lui dire, voilà, j'ai mon praticien qui m'a donné ce traitement-là, est-ce que vous pouvez faire les analyses pour savoir s'il n'y aura pas de problème? Le pharmacien clinicien, le praticien m'a donné cet élément, mais à vue d'œil comme ça, le pharmacien clinicien ne peut pas savoir quels sont les composants de cette plante. Si c'est une plante étudiée, si c'est une plante qui a fait étudier, dont nous connaissons les composants, le pharmacien clinicien sera en mesure de lui dire attention, cette plante contient telle substance et il y a une possibilité d'interaction avec le médicament que vous prenez. Il n'est pas conseillé de le prendre de façon simultanée. Voilà, donc là c'est ce que le pharmacien clinicien peut faire. Le pharmacien clinicien peut aussi voir votre prescription, et voir si les différents médicaments vous sied, si les médicaments sont appropriés pour vous. Est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse entre les médicaments 1, 2, 3? Est-ce que vous pouvez les prendre au même moment? Est-ce qu'il faut laisser une certaine heure avant de prendre l'un pour l'autre? Est-ce que ce médicament ne va pas vous faire du mal? Ça, c'est le rôle du pharmacien clinicien. Il a aussi pour rôle de pouvoir dire, de pouvoir discuter avec son collègue médecin pour lui présenter la molécule, la meilleure molécule pour atteindre l'objectif que le médecin veut atteindre. Voilà, ça c'est... Alors, est-ce possible d'avoir un pharmacien? L'idéal, ce serait d'avoir un pharmacien clinicien auprès de chaque médecin. Vous avez dit, vous avez répondu. C'est vraiment l'idéal, mais je pense qu'on y arrivera parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif d'avoir les pharmaciens cliniciens à l'hôpital et aussi auprès des différents prescripteurs, parce que c'est les concerts que le gagnant dans ça, c'est le patient. Vraiment, c'est le patient au vu de cette collaboration pharmacien clinicien et médecin. Je vous donne 5 cas. Moi, j'ai eu un patient qui était sur un médicament de tension qu'on appelle bêta-bloquant. Ils ont pour effet d'entraîner souvent un dysfonctionnement érectile, qui est un sérieux problème de famille. Donc le monsieur, il prend son médicament de tension, mais là, il y a un souci. Et donc, il décide seul à son niveau d'arrêter la thérapie sans même parler au médecin. Donc quand il retourne pour sa visite, il n'y a pas le résultat escompté par le médecin. Mais tout de suite, comment le médecin saura qu'il y a eu observance ou pas observance? Et là, il dit, OK, la molécule n'a pas fonctionné, donc il faut changer. Mais pas forcément. Peut-être parce que le patient vivait des effets secondaires qu'il n'a pas digérés, alors il a pris sur lui la responsabilité d'arrêter le traitement. Et on n'atteint pas l'objectif thérapeutique recherché. Vous voyez? Donc simplement, quand je l'ai croisé, avec qui on a discuté, j'ai appelé son prescripteur. Et je lui ai dit que dans la liste des médicaments donnés, il y a un médicament qui crée un problème à votre patient au niveau des crampes-temps. Je pense que l'objectif peut être atteint avec telle molécule, et nous n'aurons pas ces effets secondaires. Est-ce que vous êtes très souvent sollicité par les médecins? Oui, beaucoup. Heureusement. Mais justement, pour rester dans la même veine, est-ce que les effets indésirables des médicaments, est-ce que parfois ça ne crée pas plus de problèmes que de solutions? Tout dépend de l'objectif que nous voulons. Souvent, on demandera aux patients de supporter les effets indésirables. Parce que quand nous regardons le bénéfice que nous recherchons, comparé aux effets indésirables, je pense que nous n'avons pas de choix. Et on lui demandera, si les effets indésirables ne sont pas trop, parce que sévères, souvent il supportera. Mais il y a toujours une alternative. Il existe aujourd'hui des alternatives. Le choix de certains médicaments, c'est pourquoi je parlais de bons médicaments. Le choix de certains médicaments dans le but de réduire ces effets indésirables. C'est quoi un bon médicament, docteur? Le médicament, il est bon. Il ne donne pas d'effets secondaires Non, pas forcément. Bon médicament, le médicament est indiqué. D'abord, le choix du médicament. Est-il indiqué pour la pathologie? Oui, on a eu le premier critère. D'accord. Est-il indiqué pour ce patient qui est devant moi? Le médicament peut être indiqué pour la pathologie, mais la femme enceinte. Le médicament est contre-indiqué chez une femme enceinte. Donc, il était bon médicament, mais en ce moment, chez cette femme enceinte particulière, cette population spéciale, il ne s'appelle plus bon médicament, parce qu'il n'est plus bon pour elle. Donc, il est contre-indiqué dans ce cas, alors qu'il peut traiter la pathologie qu'elle a. D'accord? Ça, c'est un cas. Donc, si il est indiqué pour la pathologie, s'il est bon pour le patient, s'il est donné à la bonne fréquence, s'il est donné à la bonne dose, à la bonne voie d'administration,
nous avons les chances de minimiser les effets secondaires. Parce qu'il y a différents types d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires connus. Avant même que vous preniez le médicament, nous savons que lorsque vous prenez ce médicament, ça va arriver. Et il y a d'autres qui apparaissent, dont les signes n'étaient pas décrits dans les informations sur le médicament. Donc c'est un peu ça, le bon médicament. Ça passe tellement vite, docteur. Voilà, tu parles de choses intéressantes comme ça. Il est déjà 7h28. Alors, moi, j'aime pas l'expression mot de fin parce que voilà, c'est trop bateau. Alors, pour récapituler, vous avez cité à l'entame de cet entretien les cinq pôles, c'est-à-dire le bon patient, le bon médicament, le bon dosage, tout ça. Est-ce que les Ivoiriens, vous, pharmaciens, vous êtes prêts quand quelqu'un vient dans vos officines, il veut un médicament sans ordonnance, parfois aussi il faut un peu de pédagogie. Des fois, vos confrères ou vous-même, peut-être vous-même, vous acceptez tout de suite. Qu'est-ce qui prouve? Ok, moi je ne le fais pas. D'abord, je ne fais pas en tant que pharmacien clinicien. Encore, ça allait m'étonner que je ne le fais pas. Je sais que mes patients sont un peu... Lorsqu'un patient me croise, et que je suis en train de délivrer un médicament, tout de suite, il a un peu... Parce que je lui dis, attention madame, ce fer, vous ne prenez pas avec le lait, vous ne prenez pas avec les œufs, vous ne prenez pas avec le thé, vous ne prenez pas. Elle est étonnée parce qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre ça. Je lui dis, attention, le fer, il ne se prend pas avec le thé, il ne se prend pas avec le lait, il ne se prend pas avec... Je lui donne les différents détails. Et comme vous le dites, si je veux résumer... Pour terminer. Voilà, pour terminer, je suis venu pour dire à la population, que le médicament, il est bon, il soigne, il fait du bien, mais lorsqu'il n'est pas bien utilisé, il peut nuire à la santé. Il peut être votre ennemi. Il peut être votre ennemi. En temps normal, le médicament, c'est un ami, mais attention, il ne faut pas en faire un ennemi en ne respectant pas les prescriptions. Les prescriptions, pas seulement les prescriptions. L'attitude qui va avec, l'environnement. L'environnement qui va avec. L'alimentation qui va avec. L'alimentation qui va avec. Oui, je peux être votre élève. Merci. Donc c'est plus complexe que ça. Il y a des spécialistes indiqués dans le but d'aider la population à éviter ces effets néfastes du médicament. Et il serait bien que nous, à notre niveau, parce que depuis la loi 2015 sur la loi de la pharmacie, votée au Parlement, il a été dit que c'est notre responsabilité de garantir à ce que les médicaments ne fassent pas du mal à la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur Bélier. Merci, Nessie. C'est la fin de cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces 95 minutes en votre compagnie. On espère qu'à partir de ce jour, vous allez faire très bon usage de vos médicaments. À demain.